Ok, tu peux. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est jeudi 2 décembre. On va pouvoir commencer les jeudis de la recherche. Et aujourd'hui, on accueille Jérôme d'Auvergne pour le café lecture. Jérôme est un infirmier de réanimation chirurgicale du CHU de Nantes. Vous pouvez voir sur le PowerPoint que Jérôme s'est identifié sur une fiche sur la carte interactive du blog. Donc, n'hésitez pas pour la consulter. Je laisserai la parole à Jérôme tout à l'heure. Je vais d'abord vous présenter le fonctionnement du webinaire. Du coup, avant de commencer, alors excusez-moi, hop, je l'envoie. Alors, le webinaire est en écoute seul, mais vous pouvez poser des questions en les saisissant dans le menu, dans le panneau de commande, et on les consultera à la fin de la présentation. On n'hésitera pas, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Le webinaire est bien sûr enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Avant de commencer, si vous avez des questions lors du webinaire, il faut savoir que toutes les questions seront enregistrées. On vous demandera de présenter votre nom, prénom et fonction, et que toutes les données qui vous seront communiquées à l'occasion seront enregistrées. Par conséquent, toutes les questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion. Et puis, vous avez les informations qui sont associées aux droits d'enregistrement qui sont détaillées dans le document partagé 6 juin. Voilà. Jérôme, je vais pouvoir te laisser la parole. Je souhaite à tout le monde une bonne diffusion, des belles questions, et puis c'est parti. Merci. Alors, bonjour à tous. Je pense que tu as la main. Ouais, je crois. Je sais plus comment on fait. Du coup, là, ça marche? Vous voyez mon écran? Alors, moi, je ne le vois pas, ton écran. Est-ce que tu arrives à te mettre en... Est-ce que tu as réussi à te mettre en plein écran? Ça y est, j'ai trouvé. Là, c'est bon? Ok. C'est bon. Super. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme d'Auvergne, je suis infirmier en réanimation à Nantes, en réanimation chirurgicale polyvalente. Et je vais vous parler donc d'un article qui a fait un peu parler de lui il y a quelques mois, là, de mai 2021, paru dans The Lancet, sur l'effet du ratio infirmier-patient sur le devenir des patients. Je remercie le GRC Grand Ouest et le réseau Recherche Innovation Paramédicale de m'inviter à ce café lecture. Alors, voici le titre de l'article en question, donc, qui a été publié le 11 mai et qui s'intéresse donc à l'effet d'une législation imposant un ratio de infirmiers-patients sur, d'une part, la dotation en paramédicaux et d'autre part sur la mortalité des patients, les réadmissions et la durée de séjour. Donc, au passage, The Lancet, là, c'est une prestigieuse revue médicale qui a un impact factor à 79, ce qui est très important. Vous le savez peut-être, hein, mais l'impact factor, en fait, c'est une sorte de moyenne du nombre de citations d'articles publiés les 2 années précédentes, divisé par le nombre d'articles publiés. Ce qui fait qu'en moyenne, ça veut dire un article publié dans The Lancet est cité 79 fois. Donc c'est très variable hein, d'un article à l'autre, mais c'est juste pour préciser l'impact factor. Voilà, donc si on regarde la première page de l'article,
on va retrouver le résumé ou l'abstract qui reprend donc les principaux éléments et résultats de l'étude. Et sur le côté, dans les petites lignes qu'on ne lit pas toujours, il présente les auteurs. Ici, il y a donc 6 co-auteurs qui font partie pour les 3 premiers donc de l'école d'infirmières de l'Université de Pennsylvanie. Et ils sont tous les 3 professeurs à cette école. Alors, si on fait une petite recherche dans PubMed sur les auteurs, on trouve qu'ils ont quand même pas mal publié, notamment pour Linda Eichen, qui travaille sur ces thématiques d'équipe infirmière et de ratio depuis de nombreuses années. Là, c'est un titre d'un article du JAMA il y a quasiment 20 ans, 2002, 19 ans, quoi. Un autre article où elle avait fait une étude un petit peu sur la même thématique, mais sur des pays européens. Le fait qu'elle soit aux États-Unis n'empêche pas cela. Donc, je vais reprendre le plan traditionnel d'un article scientifique, à savoir IMRAD, introduction, méthode, résultat, discussion. Donc, l'introduction, c'est la partie où on plante un peu le décor, on explique le rationnel. Et donc, l'histoire commence aux États-Unis et plus en particulier en Californie en 1999. Il faut savoir que dans les années 90, les hôpitaux publics de Californie sont confrontés à une pénurie d'infirmières où, d'une part, ils ont des difficultés de recrutement et d'autre part, ils ont du mal à garder leurs infirmières. Ça peut ressembler à d'autres situations connues, hein. Et donc, ils ont décidé de mettre en place une loi qui impose un ratio minimum de patients par infirmière dans les hôpitaux publics. La Californie, au passage, hein, c'est pas non plus réputé pour être un État socialiste. Donc, il y avait 2 objectifs qui étaient poursuivis. D'une part, augmenter la qualité des soins et la sécurité des patients. Et d'autre part, retenir les infirmières dans les hôpitaux. Donc, la loi elle a été votée en 1999. Et elle a mis un petit peu de temps à se mettre en place, hein, comme tous ces grands changements comme ça. Mais ça a été mis en place, je crois que c'est 2004. Il y avait une étude déjà à cette époque, donc là c'est paru dans le New England, qui avait fait part du lien en fait et de l'association qu'il pouvait y avoir entre la dotation en personnel infirmier et la qualité des soins dans les hôpitaux, par le bien nommé Jack Needleman, infirmier de son état. Donc, dans l'introduction, il continue de présenter ce qui s'est fait dans la littérature, avec une autre étude de toujours Jack Needleman, qui lui donc s'est intéressé à la dotation en infirmiers et à la mortalité intra-hospitalière. Et il apparaît que le sous-effectif en personnel est associé avec une augmentation de la mortalité. Et l'équipe présente là de Linda Eichen a donc travaillé, je vous le disais auparavant, sur des données européennes, et c'est pareil en fait. Ils ont réussi à montrer que quand on augmente d'un patient par infirmière en service de médico-chirurgicaux d'hospitalisation conventionnelle, on augmente la probabilité de décès dans les 30 jours de 7%, ce qui est quand même pas négligeable. Et de manière générale, une meilleure dotation en personnel infirmier est associée avec une amélioration du devenir des patients, une diminution des infections nosocomiales, une diminution de la durée de séjour et une diminution de l'épuisement professionnel. Et ça reste des choses qui sont étayées par des publications dans vraiment des prestigieuses revues, quoi. Donc pour revenir à notre article, là, l'histoire se passe dans le Queensland, qui est un État d'Australie. La capitale, c'est Brisbane. Et en fait, dans le Queensland, a été décidé au 1er juillet 2016 d'imposer un ratio minimum de patients par infirmière dans les hôpitaux publics. C'était une infirmière pour 4 patients le jour et une infirmière pour 7 patients la nuit.
faut savoir quand même qu'il n'y a pas d'aide-soignante dans ces hôpitaux australiens. Il y a les infirmières, les registered nurses, qui sont les infirmières un peu équivalentes à ce qu'on a en France, à nous. Et il y a, j'ai oublié le nom, mais il y a une autre formation infirmière qui n'a pas tellement d'équivalence de ce qu'il y a en France, qui correspond à 18 mois de formation. Donc, elles ont certaines restrictions. Là, j'ai plus le nom. Là. Donc, voilà. Donc, les ratios sont mis en place au 1er juillet. Et du coup, l'objectif de l'étude, c'est de répondre à 3 questions. La fin de l'introduction se termine souvent par la présentation des objectifs. Donc, la question est la suivante. La mise en place d'une politique de ratio minimum, en fait, permet-elle d'une part de montrer une augmentation de la dotation en personnel infirmier? Donc, dit autrement, est-ce que la loi est appliquée et applicable? Deuxièmement, est-ce qu'elle permet de montrer une amélioration du devenir des patients? Et enfin, est-ce qu'on peut montrer une association entre ce nouveau niveau de dotation et le devenir des patients? Donc là, on va passer à la partie méthode. Donc, la méthodologie de choix pour mettre en évidence un lien de causalité entre une intervention et un effet, c'est l'essai randomisé contrôlé, où donc on va attribuer au hasard le bras de randomisation entre intervention ou contrôle. Ça permet de limiter les biais de sélection, puisque c'est le hasard qui va permettre d'attribuer si tel patient ou tel groupe sera dans le groupe contrôle ou dans le groupe intervention. Ça limite les biais de sélection, puisque du coup, ce n'est pas le chercheur qui va choisir lui-même, c'est vraiment fait au hasard souvent c'est des ordinateurs. Et en fait, enfin, ça permet de constituer 2 groupes comparables, puisque l'objectif, c'est vraiment à la fin de l'étude d'avoir des groupes comparables sur plein de variables, ce qui permet, en cas de différence significative entre les 2 groupes sur l'objectif principal, de conclure à un lien de causalité. En fait, c'est parce qu'on a fait cette intervention qu'on obtient ce résultat. Sauf que là, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable, puisque on peut décemment pas appliquer cette loi dans certains hôpitaux et pas d'autres. Et enfin, c'est compliqué de randomiser cette attribution de ratio. Donc, ils ont fait un essai qu'on appelle quasi-expérimental, puisqu'il n'y a pas donc d'attribution au hasard, mais ils vont quand même constituer un groupe contrôle. Donc, si on schématise, on obtient ça, en fait, un groupe schématisé en rouge, ici, où il va y avoir la mise en place de ratios, donc il y a 27 hôpitaux concernés, et un groupe en bleu, où il n'y aura pas la mise en place de ratios patients-infirmiers, constitué ici de 28 hôpitaux. Ils vont faire un point avant cette mise en place et un point après. Sont concernés donc les unités médico-chirurgicales, donc l'hospitalisation conventionnelle, par exemple pas la réanimation, les patients adultes, 55 hôpitaux, et les données en fait vont provenir, pour ce qui est des patients, donc des fichiers des hôpitaux, qui vont être reliés aux fichiers des décès, parce qu'en fait, ils s'intéressent à la mortalité. Donc, le fait qu'il y ait ce lien entre ces 2 fichiers, en fait, ce qui marche très bien en Australie, hein, a priori, c'est que même si le patient il est sorti à domicile et qu'il décède à domicile, ils vont pouvoir avoir l'info. Ils ont quand même un suivi très rigoureux du statut vital du patient. Et en parallèle, ils vont mettre en place un recueil de données par les infirmières et ils vont leur demander combien de patients il y avait dans votre unité la dernière fois que vous avez travaillé et quelle était la dotation infirmière. Et ils vont faire 2 points, donc le point avant la mise en place de ces ratios, donc avant le 1er juillet, ils vont prendre les données sur 1 an avant, et ils refont un 2e point sur, donc c'est pas tout à fait 2 ans, 1 an et demi plus tard, en fait, du 1er janvier 2018 au 31 décembre. Donc, voilà pour la partie méthode.
Les résultats. Donc les résultats, on s'attend normalement par construction à ne pas avoir des groupes comparables puisque les groupes n'ont pas été tirés au hasard. Donc il y a un nombre conséquent de patients, hein, vous pouvez voir, il y a un peu moins de 500 000 patients en tout dans l'étude. À gauche, il y a le groupe contrôle, à droite, le groupe intervention. Donc, on constate déjà que la moyenne d'âge est plus élevée dans le groupe contrôle et un peu plus basse dans le groupe intervention. Et la proportion de femmes est un peu plus élevée dans le groupe contrôle et la proportion d'hommes un peu plus élevée dans le groupe intervention. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir prendre en compte par des méthodes statistiques avancées par la suite. Quand on regarde les ratios, dans le groupe contrôle, il y a à peu près 6 patients par infirmière au départ. Baseline, c'est avant. Et après, dans le groupe contrôle où il n'y a pas eu d'intervention, on est à 5,96, donc quasiment 6. Les ratios n'ont pas beaucoup bougé. Dans le groupe intervention, on est quand même un petit peu plus bas dès le départ, en fait, 4,84. Et ça descend un petit peu à 4,37. Alors, on peut se dire comme ça n'a pas bougé beaucoup, mais le chiffre entre parenthèses, je vais peut-être dire un gros mot, mais ça représente l'écart type. Et l'écart type, en fait, ça va représenter la variabilité de ce ratio. Donc, je vais essayer d'expliquer clairement, vous me direz après si ce n'est pas clair. En fait, si toutes les infirmières ont 4 patients à chaque fois qu'elles travaillent, la moyenne va donc être 4. Normal, c'est que des 4 qu'on divise par le nombre d'infirmières. Sauf que cette valeur-là, c'est une moyenne. Donc en fait, il peut y avoir des jours où il y a 8, il y a une qui a 0, ça va toujours faire 4 de moyenne, mais ça va augmenter la variabilité de ce nombre. Donc quand même, on peut constater que cette valeur-là a été divisée par 2 entre avant et après l'intervention. Donc on est quand même beaucoup plus souvent à 4, c'est un peu ça que ça veut dire, qu'avant. Et deuxième gros résultat, j'ai essayé de les schématiser sur ce graphique, c'est des odds ratios. Donc les odds ratios, ça représente le risque. Quand l'odds ratio il est supérieur à 1 c'est la barre verticale ici, le risque est augmenté et est donc en défaveur de l'intervention. Et quand l'odds ratio est inférieur à 1, l'intervention a un effet protecteur sur le risque évalué. Là, il y a 3 couleurs parce qu'il y a 3 comparaisons qui sont faites. Il y a la situation initiale en bleu entre les deux groupes, puisque je le rappelle, les groupes ne sont pas équivalents par construction. Donc, ils comparent ces deux groupes entre eux au départ. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'au départ, la mortalité est supérieure dans le groupe intervention, donc qui n'a pas encore eu l'intervention. Mais il y a un sur-risque de mortalité à 30 jours. Et quand on regarde par rapport à la valeur en bas qui est à 1,3 par exemple, à peu près, ça veut dire qu'il y a un sur-risque de l'ordre de 30% de mortalité à 30 jours par rapport au groupe intervention. Pour ce qui est de la réadmission à 7 jours, c'est pareil, il y a une surreprésentation, dans le groupe intervention, il y a plus de réadmission à 7 jours, mais on voit que la barre de l'intervalle de confiance dépasse le 1, donc ce n'est pas considéré comme significatif. Et par contre, la durée de séjour est plus faible dans le groupe intervention. Ensuite, il y a 2 autres couleurs parce qu'il y a le avant par rapport à après par rapport à avant, pardon, dans le groupe contrôle en rouge et dans le groupe intervention en jaune. Donc, sur la mortalité à 30 jours, on peut voir que la mortalité à 30 jours a nettement diminué après l'intervention, après la mise en place de ratios. Alors que dans le groupe contrôle, la mortalité, elle n'est pas significative, mais elle est quand même plus haute que dans le groupe intervention. Pour ce qui est des réadmissions à 7 jours,
l'effet n'est pas significatif puisque ça traverse le 1 dans le groupe intervention. Et les durées de séjour sont globalement comparables entre les deux groupes. Mais voilà. Ensuite, ils ont essayé, donc ils ont utilisé des modèles statistiques qui permettent de prendre en compte les différences initiales entre ces deux groupes. Et ils ont calculé l'effet que pourrait avoir la diminution d'un patient par infirmière. Et en diminuant seulement un patient par infirmière, il y a une mortalité qui diminue avec un intervalle de confiance qui est inférieur à 1. Donc, on a un petit p qui est significatif. Et 0,93, en fait, on peut le lire aussi comme une diminution de 7% de la mortalité à 30 jours, juste en enlevant un patient par infirmière. Quand on regarde la réadmission à 7 jours, pareil, on a une diminution de 7%. Et sur la durée de séjour, la diminution est plus faible, mais quand même de 3%. Et après, ils ont donc calculé tout ça là, et ils ont essayé de quantifier ça en argent sonnante et trébuchante, puisque c'est un vrai message qu'on peut donner en fait à des managers ou des décideurs en fait. Ah pardon, j'ai oublié celui-là. Et ils ont calculé le coût de l'embauche de tous ces personnels et ils ont calculé le coût des soins en fait qui sont effectués en plus. En fait, là, ils ont estimé à tant de jours supplémentaires d'hospitalisation, tant de jours de réadmission, etc. Et ils ont converti ça en argent. Et la conclusion est quand même sans appel. Il y a à peu près 33 millions de dollars australiens qui correspondent aux frais d'embauche du personnel. Et je crois que c'est 69 millions de dollars d'argent dépensé pour soigner ces malades en plus. Donc dit autrement, les économies réalisées sont plus de 2 fois supérieures à l'argent dépensé pour augmenter du personnel pour embaucher. Ce qui est quand même un message fort hein, sur cette étude. La discussion maintenant, on reprend les résultats principaux de l'étude. Donc c'est une étude qui est prospective, ce qui est vraiment pas simple à mettre en place, qui apporte des résultats probants sur le fait qu'une politique de mise en place de ratio, d'une part, augmente la dotation en personnel, donc la politique elle est appliquée, et améliore le devenir des patients. Ensuite, ils insistent sur les économies réalisées, et c'est vraiment un message facile à faire passer. Les grandes forces de l'étude, c'est d'une part le design, donc, comme je vous le disais, prospectif et multicentrique. Hein, ils utilisent 55 hôpitaux. Il y a un peu moins de 500 000 patients, enfin, c'est considérable. Ils utilisent des outils statistiques qui sont bien ficelés et robustes. Il n'y a pas tellement de critiques là-dessus. Au passage, les auteurs travaillent quand même là-dessus, sur ce sujet, entre autres, depuis quand même plusieurs années. Quelques limites quand même. Donc l'étude, elle n'est pas randomisée, mais bon, c'est une limite, mais on ne pouvait pas tellement le faire non plus. Les hôpitaux ne sont pas à parier. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, ça aurait été intéressant. À parier, ça veut dire qu'on va faire fonctionner par paire les hôpitaux. Un hôpital du groupe intervention va être associé à un hôpital du groupe contrôle sur des critères qu'on a prévus à l'avance. Par exemple, je ne sais pas moi, le nombre de patients traités par an, la mortalité, le nombre d'infirmières. On prend toute une liste de variables en fait et on essaye de trouver une paire à chaque hôpital. Et ça permet d'avoir des groupes un peu plus comparables en fait. Et sur les coûts, en fait, là, il faut savoir qu'ils ont quand même juste estimé les coûts directs. Combien coûte une infirmière à l'année? Tant de dollars.
ils n'ont pas mis les coûts indirects, par exemple, d'arrêt de travail pour des infirmières qui sont arrêtées pour X raisons, le coût du remplacement, tous ces coûts supplémentaires en fait qui en fait sont pas bien estimés et mériteraient une étude à eux tout seuls en fait. Donc en fait, l'économie risque d'être beaucoup plus importante que ce qui est estimé là en fait, puisqu'en fait il y a beaucoup plus de coûts qui peuvent rentrer en compte. Voilà, j'espère avoir été clair. Et là, je vous ai mis le QR code qui permet de rejoindre le papier directement, qui est disponible gratuitement sur le Lancet. Et je vous remercie pour votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions. Merci Jérôme, c'était super, de belle présentation. Ça nous ouvre les yeux sur ce qui est possible de faire dans nos hôpitaux. Je vais pouvoir vous laisser poser, allez-y, poser des questions. Il y a déjà Émilie qui est derrière l'ordinateur et qui nous dit bravo pour la qualité de cette présentation. Donc, c'est le cas. Moi, j'ai des questions. Jérôme, j'ai une question. Cette étude, elle a été faite en Australie. Ouais. Et je me demandais, est-ce que c'est transposable dans nos hôpitaux français? Parce que tu explicitais le fait que le ratio, il était principalement calculé sur les infirmières parce qu'il n'y a pas d'aide-soignante finalement qualifiée en tant que telle. Et dans nos hôpitaux français, c'est infirmière aide-soignante. Alors, est-ce que le modèle, il est transposable? Moi, je vois pas d'objection. En tout cas, oui, je pense que le modèle est transposable. En fait, j'ai retrouvé le mot là, c'est enrolled nurse. Donc, c'est des infirmières qui ont une formation de 18 mois. Je vois pas pourquoi. Donc là, quand ils partent, précision quand même, ils ont cumulé les deux sortes d'infirmières. Ils ont mis tout le monde infirmière. Mais oui, ça me paraît complètement transposable en France. Mais ce qui est bien, en fait, je trouve, c'est le point de départ. En fait, la Californie a fait ça parce que les filles restaient pas, en fait, et ils n'arrivaient pas à recruter. Il y a quand même Un sujet. un vrai lien avec l'actualité. C'est ça. Et du coup, dans les hôpitaux australiens, alors tu explicitais, c'était plutôt en Californie qu'il y a une loi qui est passée et du coup, ils ont en Californie, donc les hôpitaux sont bien dotés en personnel. Oui, Et les la hôpitaux publics. Californie se sont mis dans le même ratio que, enfin, est-ce que il y a eu une production de loi? Comment ça s'est passé? Oui, il y a une loi, donc la loi c'est 99. Ils ont mis un peu de temps à décider justement quel sera le ratio, puisqu'il y a eu une levée de bouclier de la part des assureurs, que le coût de la santé allait exploser, que, enfin, ça a été un combat quand même, de ce que j'en ai compris, hein. Mais ils ont quand même été rejoints. Il y a une vingtaine d'États américains qui ont mis en place ces ratios-là. Alors, je ne sais pas si c'est dans la. Je n'ai pas d'ordre de grandeur. Je ne sais pas. Mais il y a quand même des politiques qui ont été mises en place dans une vingtaine d'États américains. Et en Europe, il y a l'Irlande et l'Angleterre qui ont mis des ratios en place, mais c'est plus de l'ordre de la recommandation, c'est pas contraignant. Oui. Et malheureusement, quand c'est pas contraignant, c'est pas toujours bien appliqué. Oui, bah, c'est comme en France, il y a des recommandations, sauf dans les secteurs qui sont très réglementés comme la réanimation. Mais quand on sort du cadre de la réanimation, ce sont que des recommandations. Oui. Alors, j'ai une question de Ludovic Meuret. Il pose la question, existe-t-il un ratio infirmier-patient légal en France? Il vient de plus ou moins de répondre à la question dans le secteur de réanimation. Moi, je connais pour ce qui est de la réanimation, donc c'est 2 infirmières pour 5 patients. Il me semble que c'est un aide-soignant pour 4 patients. Et après, je ne sais pas. Dans les services d'hospitalisation, là, Après, dans les services de soins critiques, c'est aussi des recommandations pour une infirmière, 4 patients.
Et puis une aide-soignante 6 patients. Et dans les secteurs conventionnels, à On vrai dire, continue. je pense que ce sont des recommandations. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas bien comment ça se passe en hospitalisation. Mais elle Alors, déborde pas de monde, hein. comment? Elle déborde pas de personnel non plus, hein. Quand on les croise. Ludovic pose une deuxième question. Appliquer un ratio infirmier-réa/patient permettant une morbidité-mortalité basse ne permettrait-elle pas d'améliorer l'attractivité? Bah si, bah si, Oui, parce que en fait, enfin, c'est mon avis, mais donc déjà, ça coûte moins cher. Peut-être pas la première année, mais à moyen terme, ça coûte moins cher. Les patients meurent moins, restent moins à l'hôpital. Et je pense que la qualité de vie au travail des infirmières est quand même différente. Moi, j'ai pu travailler en Suisse, par exemple, où en réa, on s'occupe que d'un patient. J'en connais qui ont travaillé en chirurgie, ils avaient 5 patients à s'occuper, à peu près 5-6. Et c'est pas du tout le même confort de travail, c'est pas la même fatigue que de s'occuper de 10 ou plus, comme ça peut être le cas dans certains services d'hospitalisation, quoi. bah oui, oui. Alors, Et vraiment, ça coûte moins cher, quoi. j'ai une autre question de Vanessa Leroy. Si vous pouvez, enfin, notez peut-être votre fonction, comme ça je pourrais plus facilement vous identifier. Donc, Vanessa Leroy, savez-vous comment la Californie a pu réussir à instaurer ce ratio et avoir le personnel disponible? Car la diminution du ratio patient entraîne forcément un besoin d'infirmiers supplémentaires. Et est-ce qu'à l'époque, ils avaient du mal à recruter ou à garder leur infirmière? Je pense que la question posée, c'est en rapport avec l'actualité, c'est-à-dire que si à un moment donné, on se mettait peut-être à avoir cette stratégie en France, où est-ce qu'on trouve le personnel finalement? Alors, dans le détail, là, je ne sais pas vous dire. Par contre, donc dans les références bibliographiques de l'article, ils en parlent. Ça renvoie à l'article de Needleman là, dont je parle, en fait. Et c'est quelque chose qu'ils ont investigué, en fait. Il y a le lien vers le texte de loi de Californie. Il y a je connais pas bien la situation de cette époque-là en Californie, mais ce qu'ils en disent dans le papier, c'est que les filles ne restaient pas, en fait. Les gens partaient de l'hôpital public parce que c'était trop dur le travail. Elles étaient peu, en fait, et du coup personne n'a envie de rester, et ça fait pas bonne presse, et du coup il a fallu un message fort gouvernemental pour changer un peu la donne, quoi. Et alors, comment nous, dans nos hôpitaux, on pourrait arriver à convaincre en fait qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à convaincre nos directeurs pour avoir un ratio et qui tende vers celui de l'étude? Ouais, bah, c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question, et moi je trouve que ce qui calcule comme coût dans l'étude, et ils le disent, hein, ils font un calcul un peu grossier, en fait, de combien coûte l'hospitalisation supplémentaire et de ces patients, mais ils calculent le coût des infirmières supplémentaires. Ils prennent quand même des filles qui sont bien payées, hein, pas les premières grilles d'embauche, et il n'y a pas photo. Alors là où moi je suis étonnée des résultats de l'étude, c'est que la durée de séjour, elle est quasi comparable entre avant-après.
J'aurais cru en fait qu'en mettant plus de professionnels auprès des patients, il y aurait eu peut-être de la réhabilitation plus précoce, enfin une qualité qui aurait diminué peut-être la durée moyenne de séjour. Et en fait, ça reste comparable. C'est étonnant, non? Oui. Alors moi, j'ai un peu simplifié j'ai schématisé en fait les valeurs qu'ils ont obtenues parce que le tableau est pas, il prend 5 minutes quand même à lire. Et donc il y a un effet de l'intervention sur la durée de séjour, puisqu'en fait elle diminue. Et c'est vrai que les hôpitaux qui comparent en fait sont pas tout à fait comparables. L'État du Queensland là, c'est énorme. Je ne sais pas la taille que ça fait, mais c'est énorme et il y a 5 ou 6 millions d'habitants. Donc il y a pas mal d'hôpitaux qui sont un peu disséminés dans le. Enfin, ils ne sont pas tous au même endroit et ce n'est pas forcément des grosses structures. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui font moins de 500 lits. Enfin, ils le discutent un petit peu, mais il y a un effet. La durée de séjour, elle baisse. C'est les réadmissions qui sont pas significatives. Ouais. Et cette étude, tu en as parlé un petit peu autour de toi au CHU à Nantes? Oui. Alors c'est vrai que le fait qu'elle soit en anglais, Oui. ça met quelques freins, mais elle avait été commentée aussi dans la presse. Il n'y a pas souvent des articles infirmiers de surcroît qui sont commentés dans la presse. Je sais qu'en Belgique, là, il y a Arnaud Brunel, je sais pas comment on dit, qui s'est fait interviewer dessus et ils ont une situation un peu comparable à ce qu'on peut connaître ici. Et en Belgique, en plus, ils ont beaucoup d'infirmières formées par rapport à la population. Mais en fait, il y en a peu qui travaillent à l'hôpital. Elles sont toutes parties ou alors faire infirmière ailleurs, ou alors faire autre chose. Il y a un peu cette dynamique-là aussi en France. Alors, je connais très mal le sujet, donc je ne peux pas en parler plus, mais il y a du personnel de formé, mais les gens restent pas. Alors, il y a une autre question de Ludovic Meuret. La durée de séjour peut être influencée par d'autres facteurs que l'état du patient. Par exemple, la disponibilité d'un lit d'aval, par exemple. Oui, c'est sûr. En fait, c'est très juste. C'est pas qu'une question de quotité de professionnels, en fait. Il y a aussi les patients qui restent. Il y a une rétention de patients dans les services conventionnels parce qu'il n'y a pas de lit d'aval. Donc, c'est sûr que. Et il y a les mêmes problématiques en réanimation. Ok. Alors moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent pour vous? Écoute, je pense qu'on a épuisé les questions. Il y aura toujours la possibilité, comme tu laisses derrière ton PowerPoint ton adresse mail, il pourra toujours y avoir des questions qui te viendront a posteriori. Ludovic Meuret te dit merci et bravo encore. Eh bien, Arnaud Gélin, cadre CHU d'Angers, dit aussi merci beaucoup pour l'animation et la présentation. Merci Arnaud. Et puis, eh bien, merci beaucoup Jérôme. Et puis, merci pour la qualité de cette présentation. Et puis, on se dit à bientôt. Alors, Merci à vous, bonne journée. Merci. Allez, au revoir.